Alors, ce soir, le thème de cette conversation, c'est l'Ukraine doit-elle négocier sans tarder? Donc, nous sommes en plein dans des problèmes diplomatiques, stratégiques, et c'est le lendemain du décès de Kissinger. Alors, je voulais commencer par ça parce que quand même, quand on parle de diplomatie, c'est quand même l'homme du siècle. C'est à la fois un homme important qui a vécu un siècle aussi, et Kissinger s'est efforcé, quand il était le conseiller de Nixon, et puis même son secrétaire d'État, s'est efforcé de séparer les deux grands pays, les deux grands empires communistes, l'URSS d'un côté, la Chine de l'autre. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons reconstitué une alliance entre les empires, entre ce qui n'est plus l'URSS, mais une grande Russie quand même, et la Chine. Et donc, Kissinger n'a pas voulu voir ça. Donc voilà, quand même, première chose, on prend le contre-pied de ce qui était l'objectif du diplomate du siècle, enfin du dernier siècle. Deuxième observation en introduction, c'est la première réunion sous forme de conversation pour honnête homme. Alors, qu'est-ce que c'est que cette innovation, conversation pour honnête homme? Premier objectif, c'est de ressusciter les conversations qui ont été à la mode en France au XVIIe siècle, au XVIIIe, puis même encore un peu après, mais surtout ces deux siècles-là. C'était l'époque où l'Europe parlait français. Les dirigeants, les élites politiques, littéraires aussi, artistiques européennes, parlaient français. C'était le moment où on exerçait une influence dans toute l'Europe, sur tout le continent. Et même le roi de Prusse disait qu'il parlait français à sa cour et allemand à ses chevaux. Vous voyez un peu la hiérarchie à l'époque. Premier objectif en pratiquant les conversations, c'est d'élargir les intervenants par rapport à notre système habituel, conférence-débat. Bien sûr, il y a d'abord une conférence par son importance, sa durée, et les débats sont limités par rapport au temps consacré à la conférence. L'avantage des conversations, c'est que les participants pourront intervenir davantage. Et d'autre part, la participation sera plus active, parce que là, elle est incontournable. Si vous n'intervenez pas, mais il n'y a plus de réunion. Donc, la réunion sera beaucoup plus active pour les participants. Et ça veut dire qu'au travers de la lecture des documents envoyés, il doit y avoir une meilleure appropriation du sujet que lorsqu'il y a simplement une conférence où il suffit d'écouter. Là, il faut s'approprier préalablement le sujet de façon à élaborer un avis motivé pour pouvoir être présenté et défendu face aux autres participants. Et puis, cette élaboration de l'avis motivé permet aussi de structurer sa pensée et de structurer une pensée plus globale. C'est-à-dire que cette pensée doit faire de la place au sujet qu'on va aborder aujourd'hui, avec des relations avec les autres avis que l'on peut avoir en tête. Le troisième objectif, c'est de favoriser l'expression orale. L'expression orale est très importante. Elle est tellement importante que même le ministre de l'Éducation nationale s'en est aperçu et qu'il a inscrit au bac une épreuve orale importante. Importante par sa durée et importante par sa pondération. Donc on voit bien qu'il est souhaitable de s'entraîner à l'expression orale, ce qui était par trop négligé dans l'enseignement secondaire en France jusqu'à cette dernière année. Je vous rappelle les buts de l'orateur. Alors la conversation, c'est pas une conférence.
Mais les buts de l'orateur, tels que les exprimait Cicéron, vous voyez, c'est pas d'avant-hier, c'est de convaincre par les arguments, c'est d'émouvoir par les anecdotes qu'on peut raconter ou par ce que l'on peut dire, et de plaire. Convaincre, émouvoir, plaire, ce sont les buts permanents de tous les orateurs, quelles que soient les circonstances de l'intervention. Quatrième point, ce qui est important aujourd'hui parce que c'est de moins en moins banal, c'est de confronter pacifiquement des analyses et des opinions divergentes, parce que je compte sur vous pour qu'il y ait de la divergence. En France, il y en a toujours. Hein. Donc, confronter d'une façon pacifique des opinions divergentes dans le respect mutuel des personnes. Ça, c'est très important. Vous voyez aujourd'hui, dès qu'on tourne le bouton d'une télévision, les gens s'invectivent, s'ostracient. C'est affreux, l'évolution de notre société. Donc là, on va faire le contre-pied, est un peu l'exemple de ce qu'il faudrait faire et pratiquer. Enfin, pour honnête homme, alors l'honnête homme, bien sûr, c'est le terme générique qui embrasse la femme, ça ne les exclut pas. Honnête au sens du XVIIe siècle, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a des clartés de tout, dont les centres d'intérêt sont multiples et qui ne s'intéresse pas à sa seule personne, comme l'individualisme exacerbé aujourd'hui a tendance à le laisser penser. Donc, on s'intéresse aux autres et pas seulement à soi-même, et on s'intéresse à l'ensemble du monde. Voilà les raisons d'être de ces conversations pour honnête homme que je vous propose. Alors, la question qui a été posée, c'est l'Ukraine doit-elle négocier sans tarder? Alors, il y a négocier sans tarder, et d'autre part, je pose la question pour l'Ukraine et accessoirement pas pour la Russie. Alors, que pensez-vous de cette question et quel est votre point de vue? Alors, dans ce que je vous ai envoyé, vous vous rappelez, vous avez le point de vue de Sarkozy et Luc Ferry qui dit Sarko a raison, le point de vue de Manuel Valls et Luc Ferry qui dit Manuel a tort. Vous avez Hubert Védrine qui reste notre Kissinger national, c'est-à-dire un diplomate qui pratique la réelle politique et qui aujourd'hui la prône puisqu'il n'est plus en activité. Et enfin, parmi tous les témoignages de militaires à la retraite qu'on voit à la télévision, un militaire particulier, c'est quand même le général en chef, actuellement aux commandes en Ukraine, et qui vous dit sa vision de l'état du terrain aujourd'hui. Voilà les documents de base qui pourront servir, bien sûr, avec d'autres lectures ou d'autres sources d'informations, à alimenter nos échanges d'aujourd'hui. Alors, question, qui souhaite commencer à répondre à cette question? Et je vais vous laisser poser le problème à votre convenance, et puis ensuite on organisera en fonction des positions des uns et des autres, mais une première intervention de chacun assez courte pour présenter un peu son point de vue ou réagir déjà à tout ce que je viens de dire. Eh bien, je vais en profiter, je vais me lancer et je vais proposer un premier point de vue, évidemment, qui sera très orienté puisque, comme mon nom ne le laisse pas supposer, un de mes parents était ukrainien, soviétique certes à l'origine, mais ukrainien. Et donc, mon cœur balance vers l'Ukraine et je souhaiterais d'abord et avant tout que l'Ukraine récupère ses territoires avant qu'une négociation s'engage. Bon, c'est plutôt du Manuel Valls. Si on prend comme référence. Oui. Oui. Bon. D'accord. Alors, qui va intervenir? Jean-Michel, Philippe ou Benoît, que je ne vois plus. N'oubliez pas de brancher le micro. Je dois reconnaître à ma grande honte que je n'ai pas lu ce que tu nous as envoyé. Oh! Oui, ben oui. Non, mais c'est pas grave.
Je pense que tu vas reconnaître, les informations sont finalement éparses dans la plupart Je de pense la que presse. l'Ukraine a intérêt à négocier au plus vite parce qu'elle va s'épuiser bien avant la Russie. La Russie a montré quand même dans le passé toute sa résilience et des grands militaires s'y sont cassés les dents, hein. Et puis la guerre qui continue nous rapproche de plus en plus d'une guerre mondiale, d'un D'accord. point de vue égoïste de français, ça. Oh, il n'y a pas que les Français qui se posent la question. Oui, moi, je suis français. Oui. Alors sur la durée, effectivement, cette guerre qui a été entreprise par Poutine, pour, être rapide, je pense qu'il était parti sur l'idée d'une blitzkrieg. En fait, elle commence à s'éterniser, ça fait plus d'un an. Bon, on s'oriente manifestement vers une guerre longue. Et ce que tu viens de dire correspond à ce que dit le général en chef, c'est que si la guerre s'allonge, ce n'est pas bon pour l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, dit-il, n'a pas les réserves humaines que la Russie peut avoir. Ça reste un petit pays, une quarantaine de millions de personnes, face à un pays beaucoup plus grand, plus que 3 fois supérieur. Donc ça, c'est une chose. Il y en a une deuxième, c'est peut-être la capacité à accepter des pertes humaines. Le général ukrainien dit la Russie a dû perdre dans notre contre-offensive 150 000 hommes. On s'attendait à ce que ça lui pose des problèmes vis-à-vis de son opinion publique, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Donc, la Russie, là aussi, a une capacité d'acceptation des pertes humaines beaucoup plus importante que l'Ukraine. Et il y a peut-être d'autres événements qui pourraient dire que l'Ukraine ne pourra pas attendre indéfiniment. On va attendre d'avoir fini ce premier tour pour revenir dessus. Alors, qui veut intervenir? Philippe, Benoît? N'oubliez pas de brancher le micro, hein. Alors, je peux réintervenir, c'est-à-dire que on pourrait effectivement, devant cette situation, être tenté d'ouvrir une négociation, mais aujourd'hui, l'Ukraine n'est pas en position de force, d'abord, pour négocier. Donc, ce serait en quelque sorte une capitulation de fait devant la Russie. En tout cas, c'est comme ça que je pense que Poutine l'entend. Et deuxièmement, ça n'est pas la garantie que Poutine n'en profite pas dans 6 mois pour retenter une expérience, comme il l'a fait déjà, puisque sa première tentative d'annexion de l'Ukraine, c'était 2014. Et malgré le durcissement du front, ça ne l'a pas empêché de lancer une nouvelle offensive. Donc on peut imaginer qu'il voudrait totalement conquérir l'Ukraine en s'y prenant autrement dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Il a le temps devant lui. Donc, est-ce que ce serait vraiment une bonne politique que de négocier aujourd'hui sans être ou sans avoir quelques positions de force? Philippe? Oui, je pense qu'il ne faut pas trop compter sur le mouvement du peuple russe parce qu'il est toujours ancré dans ce sentiment d'encerclement qu'il a depuis 1200 et quelques, là, quand il avait été attaqué par les Mongols d'un côté et par les papistes avec Grégoire IX, je crois, qui avait envoyé les Suédois contre lui. Donc là, il y a toujours ce sentiment d'encerclement qui existe au peuple russe. Et je ne crois pas qu'il faille attendre une faiblesse de ce côté-là, du côté russe. Et je pense qu'il continuera à être soutenu quand même par son peuple. Oui. Benoît? Alors, sur la Russie, effectivement, l'histoire, elle est
elle est dans ce sens. Et je pense que c'est une donnée dont il faut tenir compte. Et j'abonde avec le propos précédent. S'agissant des pertes humaines et du conflit en cours, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on est la phase où chacun faisait une démonstration de force avec des armes de plus en plus sophistiquées. Et de l'autre côté, celui qui demandait à avoir des avions, etc. On est un peu sorti de cette phase-là. On est plutôt sur un conflit qui s'enlise et qui va dans la durée, dans lequel finalement il y a un équilibre avec des escarmouches, mais pas nécessairement aussi fortes qu'au début du conflit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pertes. Ça veut dire que a priori elles sont moins importantes. S'agissant de la position, il y a clairement des choses qui existent entre l'Ukraine et la Russie de par l'histoire. Et l'histoire, elle montre qu'il y a bon nombre de choses qui, on va dire, traversent les générations à travers les conflits. On a pu le voir, nous, si on prend ne serait-ce que le conflit entre la France et l'Allemagne, la Première, la Seconde Guerre mondiale, les effets que ça a pu avoir, les traces que ça a laissées, particulièrement en Alsace-Moselle, etc. Donc, je dirais, par rapport à ça, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les animosités qu'il peut y avoir sur certaines parties de l'Ukraine où il y a eu, on va dire, une partie qui était plutôt pro-russe et une partie qui était plutôt voilà, pour l'Ukraine. Alors, doit-il négocier? Je rejoins aussi la position qu'a donnée Guy, à savoir, s'il y a une négociation, ça veut dire est-ce qu'il va pas remettre ça dans 3, 4, 5 ans, mais visiblement, comme le temps est compté pour le leader russe, s'il doit refaire quelque chose, il y retournera plus rapidement qu'en attendant 8 ans, parce que là, il ne se donnera pas 8 ans pour y retourner. Donc, par rapport à la négociation, moi, je pense que cette question de négociation, elle est liée au fait que est-ce que l'Ukraine doit rester indépendante ou pas? Et par rapport à ça, moi, j'ai plutôt une position qui est de dire oui. Voilà. Donc, si la négociation amène vers l'indépendance de l'Ukraine, pourquoi pas? Bon, quelques réflexions après tout ce que vous avez dit, notamment, est-ce que la Russie ne pourrait pas récidiver d'ici quelques années? Je pense que si jamais une négociation intervenait, il faudrait qu'elle ne mette pas simplement aux prises les deux combattants, la Russie et l'Ukraine, il faudrait qu'elle soit sous présidence internationale. Et le problème, ce n'est pas seulement la présidence, mais c'est la garantie de la durée des accords. Alors là se pose une question. Des accords sont déjà intervenus entre l'Ukraine et la Russie, notamment dans les années 90, 90 et suivantes, lorsque l'Ukraine est devenue indépendante pour la première fois. Son indépendance est récente. L'Ukraine a négocié avec la Russie lorsque l'Ukraine a remis à la Russie des armes nucléaires qu'elle détenait. Incité d'ailleurs par les Occidentaux. On préférait qu'il y ait un seul centre de décision d'utilisation des armes nucléaires que d'avoir une dissémination dangereuse. Et bien sûr, la contrepartie de cet abandon des armes nucléaires au bénéfice de la Russie, c'était la garantie par la Russie du respect des frontières de l'Ukraine. On voit ce qu'il en est aujourd'hui. La Russie n'a pas respecté son engagement.
n'a pas respecté sa signature. Donc, il est évident que si des négociations devaient intervenir, se poserait la question de la garantie. Et soyons clairs, je ne vois pas beaucoup de garanties internationales acceptables. Ça pourrait être l'ONU, mais l'ONU, ça pèse pas lourd. Comme dirait Staline, le Vatican, combien de divisions? L'ONU, Le combien de machin, divisions? le machin, comme disait De Gaulle. Machin. Bon, ce n'est pas crédible. À mon avis, la seule garantie crédible serait celle de l'OTAN. Non pas en intégrant l'Ukraine dans l'OTAN, mais l'OTAN pourrait très bien donner sa garantie au respect de l'accord qui serait intervenu. Il faudrait au minimum, d'abord pour que la négociation aboutisse, une garantie de ce calibre. Sinon, les Ukrainiens n'ont pas tellement intérêt, à moins d'être coincés, à négocier. S'ils pensent que la Russie ne va pas respecter durablement sa signature. Il faudrait au moins ça, compte tenu du passé, sinon il n'y a pas de crédibilité, donc il n'y a pas d'accord possible. Ça, c'est un premier point. Il y a aussi un deuxième point, c'est quel est l'intérêt de la Russie dans la durée? L'intérêt de la Russie dans la durée, c'est de faire face à ces problèmes démographiques, parce que la population de la Russie, quand même, est mal partie. Il faut qu'elle arrive à traiter efficacement ce problème. Sinon, elle va ressembler à la Bulgarie, qui est aussi sur la même trajectoire descendante. Donc là, il y a une question à résoudre. Et il y a aussi une autre question dans la durée, c'est que la Sibérie intéresse énormément la Chine. Et qu'il y aurait même des incursions chinoises en Sibérie. Donc, l'intérêt de la Russie, c'est de trouver des alliés qui pourraient un jour l'aider à résister sur l'ensemble de son territoire, qui est très étendu, hein, c'est un des plus étendus du monde, notamment la Sibérie face à la Chine. Question, est-ce que dans les objectifs de Poutine, l'intérêt stratégique à long terme de la Russie compte davantage que son maintien au pouvoir à court terme? Je n'en suis pas sûr. Et d'ailleurs, l'une des questions qui se pose, c'est quel est l'arbre des objectifs de Poutine? Il n'a pas qu'un seul objectif, il en a plusieurs. Comment s'articule-t-il? Parce que si on veut anticiper une négociation, la première des choses à faire, c'est de connaître le jeu de l'adversaire. C'est-à-dire quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'on peut négocier, qu'est-ce qui compte pour lui. Dernier point en termes de garantie, parmi les garanties, il pourrait y avoir la levée des mesures économiques prises contre la Russie dont on ne connaît pas très bien les impacts aujourd'hui. À un certain moment, on dit finalement il y a peu d'impact économique en Russie, et puis après on dit mais les finances publiques russes sont aux abois. A priori, ce n'est pas inexact, semble-t-il. Donc, un point important, c'est cette notion de garantie pour répondre à l'objection de Guy. Et il y en a un autre qui avait soulevé le même problème, c'est Manuel Valls. Mais Valls disait, si on ne résiste pas, si on ne soutient pas l'Ukraine, la Russie pourrait revenir dans les pays baltes, la Pologne, etc. Il ne faut quand même pas fantasmer trop loin. Hein. Et comme répondent deux autres personnes, Poutine a bien compris que ces pays-là étaient sous la protection de l'OTAN. Et il se garde d'une escalade nucléaire, même s'il en parle, il se garde de la pratiquer. Donc, ce qui veut dire que Poutine n'est pas fou, qu'il reste rationnel et qu'il adapte les réponses militaires à l'idée qu'il a de la menace effective. Donc ça, c'est pour
l'aspect garanti. En matière d'histoire, deux constats, ou trois. Bien sûr que la Russie, Moscou, procède de Kiev. Historiquement, le berceau de la Russie, c'est l'Ukraine. Bon, ce qui explique les relations un petit peu tendues qu'il y a entre les deux et que Poutine ait dit, mais finalement, la Russie et l'Ukraine, c'est la même chose. Bon, il y a l'histoire, il y a aussi la langue. La langue russe, et Guy pourra nous le dire, parlée couramment dans une partie de l'Ukraine, disons la partie est de l'Ukraine, plus que dans la partie ouest. Mais enfin, c'est quand même une langue commune. Donc ça, c'est la partie historique. Le deuxième aspect, c'est la survivance aujourd'hui des russophones et des russophiles. Plusieurs interlocuteurs nous disent que dans les accords de Minsk, il était prévu des référendums, notamment dans les parties visées par la Russie. Et disons que l'Ukraine occidentale a quand même pas respecté les engagements de consultation qui étaient prévus. Et puis, pour amadouer les russophones, elle a commencé par interdire l'usage du russe dans le Donbass. Et elle a choisi l'intervention violente sur son territoire plutôt que la négociation. Donc, elle n'est pas innocente de ce qui se passe, de ce qui s'est passé après la Crimée, au moins sur ces deux points-là. Donc, là, il serait intéressant d'avoir un témoignage de Guy, parce qu'il connaît sans doute mieux l'Ukraine, enfin pas sans doute, mieux l'Ukraine que nous tous, sur ces points-là. Et bien sûr, ça poserait la question des modalités de coexistence au sein d'une Ukraine plus fédérale qu'elle n'était dans le passé, si le Donbass et Louhansk étaient maintenus dans le territoire ukrainien. Donc voilà, sur ces points-là, un dernier point pour négocier avec la Russie et surtout négocier avec Poutine, soyons clairs, c'est plus avec Poutine qu'avec la Russie d'ailleurs, il serait éminemment souhaitable d'identifier les motivations de Poutine. Parce qu'en fait, il faut qu'on fasse des hypothèses là-dessus pour savoir à quel moment il serait prêt à négocier, parce que pour l'instant, aucune des deux parties n'est prêt à négocier. Hein. C'est nous qui parlons pour elle, mais dans la mesure où on tient un peu l'équipement militaire de l'Ukraine, le point de vue des Occidentaux est bien sûr très important pour les Ukrainiens, et aussi pour les Russes d'ailleurs. Oui, et puis reste dans l'esprit de beaucoup de gens le fait que parfois David gagne contre Goliath. On peut penser par exemple aux Vietnamiens qui ont fichu la pâtée 2 fois de suite aux Chinois, alors qu'ils étaient largement plus petits et beaucoup moins équipés. On pense aussi évidemment à Israël qui a résisté à des pays très importants à l'époque comme la Syrie ou l'Irak et qui disposaient de l'arme nucléaire. Donc voilà, tout n'est pas forcément joué, mais effectivement aujourd'hui la guerre de position ne fait pas avancer les choses et puis il n'y a rien de décisif qui semble avancer, sauf de ce que j'ai entendu dire que les Ukrainiens allaient recevoir des missiles américains que redoutent beaucoup les Russes. Alors pour ce qui est de la langue que tu as évoquée, Jacques, on peut dire que au moins jusqu'en 90, le russe était enseigné comme première langue à l'école, c'est-à-dire avant l'indépendance de l'Ukraine. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont 35 ans aujourd'hui, enfin 40 ans aujourd'hui plutôt, parlent russe dans toute l'Ukraine.
Parce que le basculement, c'est quand même pas fait du jour au lendemain. Dans les langues, c'est comme l'Algérie qui a décidé que ce serait l'arabe sa langue officielle, bien, c'est encore le français qui est dominant, hein. D'accord. Bon, il nous reste quelques minutes avant la première interruption. Euh, qui veut intervenir sur ce qui vient d'être dit? Sinon, je donne un petit sujet de réflexion pendant la mi-temps. Ce sont les conséquences négatives de l'accord qui a été passé, l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. A priori, on n'a pas vu les conséquences qui étaient de couper les relations économiques de l'Est de l'Ukraine avec la Russie. A priori, cet accord a provoqué une rupture économique qui, bien sûr, a eu des conséquences politiques et a fait réagir la Russie. Là, au passage, c'est de souligner la nécessité de voir toutes les conséquences politiques, sociologiques de décisions que l'on prend un peu trop innocemment. Donc, je vais vous laisser le temps de méditer là-dessus. Donc, c'est stable, sauf innovation technologique et militaire. Et on nous annonçait là à l'instant que des drones pourraient être livrés par les Américains à l'Ukraine. Le danger inverse serait aussi que l'Iran mette au point, ou la Corée du Nord, des armes dont la parade serait difficile, hein. Là aussi, ça peut se produire soit d'un côté, soit de l'autre. Bon. Et d'autre part, si des nouvelles armes viennent de l'Occident, vous avez le contrôle de l'Occident sur l'usage qui est fait de ces armes pour ne pas provoquer excessivement la Russie. Et comme disait Macron, il ne faut pas humilier la Russie, il ne faut pas mettre Poutine en situation de devoir utiliser l'arme nucléaire ou autre pour contrer ou montrer qu'il n'est pas humilié par l'Occident. Donc là aussi, l'Occident doit faire attention aux armes qui sont livrées et à l'usage qui en est fait, ce qui est le cas jusqu'à présent. Donc voilà la situation sur le plan militaire, et il est évident que militairement, on ne va pas vers une fin dans un sens ou dans l'autre. Personne ne s'impose sur le terrain pour l'instant. En revanche, question, peut-on attendre? Et ça dépend de la vulnérabilité de la Russie, mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, et du soutien de l'Occident à l'Ukraine. Et là, je pense qu'il faut envisager des choses. C'est que l'Occident est assez divisé. Il y a les soutiens inconditionnels à l'Ukraine jusqu'à la reconstitution du territoire. Ça peut durer un certain temps, voire un temps certain. Bien sûr que, pour l'instant, c'est mal parti, hein. La domination de l'Ukraine sur la Russie n'est quand même pas là. Elle aurait pu avoir lieu au début, quand on était en guerre de mouvement, et là, nous sommes en guerre de tranchées. Et on l'a bien vu, l'Ukraine a vérifié ce que dit Clausewitz depuis longtemps, c'est qu'il est plus facile de défendre que d'attaquer, notamment en pertes humaines, hein, sans commune mesure. Et les Russes, a priori, ont fait les fortifications, ont fait leurs lignes Maginot, si j'ose dire, avec les mines qu'il faut, les enterrements d'artillerie, etc. Donc, avoir une résolution militaire du problème ne semble pas tellement d'actualité. Alors, deuxième chose, il faut faire attention, je pense, à ne pas faire de cette guerre une guerre de civilisation,
en disant ce qu'on dit très souvent, mais l'Ukraine défend les civilisations, les valeurs de l'Occident, etc. Bon, oui, enfin, l'Ukraine défend d'abord l'Ukraine, hein, c'est surtout ça. C'est assez normal. Et si jamais on s'oriente vers une guerre de civilisation, il n'y a pas de conclusion possible. Et comme c'est dit dans les articles que vous avez reçus, si on va vers une guerre de civilisation, il n'y a pas de négociation possible. Et d'autre part, on s'oriente vers une guerre durable dont on n'est pas sûr que l'Occident sortira vainqueur. Pourquoi? Notamment, l'une des surprises qu'on a pu avoir, c'est lorsque l'Occident se retourne pour voir quels sont les pays qui sont derrière lui, ben, il y a un grand vide. Il y a un grand vide. Et aujourd'hui, Poutine, qui patine en Ukraine, est en train de rassembler avec la Chine le Sud global. Les BRICS, qui étaient 6, qui étaient 5, sont passés à 11, et il y a encore du monde dans l'antichambre. Il y avait 23 candidats. Autrement dit, c'est quasiment une nouvelle organisation mondiale qui est en train d'être constituée par les pays impérialistes. Ce n'est que le début. C'est pour ça que si on laisse tout ça perdurer, il n'est pas sûr que l'Occident soit bénéficiaire de cette évolution. Ça, c'est pour le long terme. Il y a un danger. Il y a un deuxième danger de soutien à l'Ukraine en Europe, c'est que les décisions me semblent avoir été prises, comme je l'ai dit à l'époque, du fait des tripes de Madame Michu plutôt que du cerveau de Kissinger. Autrement dit, les politiques ont suivi leurs opinions publiques. Mais est-ce que c'est durable? Et on est en train de voir que finalement, cette guerre en Ukraine a des inconvénients pour les Européens. Des inconvénients en termes d'inflation et de tout ce que ça déclenche derrière. On s'aperçoit que l'ajustement relatif des prix par une pénurie alimentaire, une pénurie énergétique, a tendance à durer au-delà, malgré les attitudes des gouvernements, au-delà de ce simple ajustement et à se répandre, même si ça commence à ralentir en ce moment, dans le cadre de la zone euro. Donc, il y a des problèmes de ce côté-là. Il peut y avoir des problèmes de pénurie aussi. Et puis, l'Europe a aussi d'autres problèmes à gérer, du fait notamment de ce qui se passe au Proche-Orient, hein, entre Israël et les Palestiniens. Et cette fois-ci, avec une sorte d'affrontement civil importé du Moyen-Orient qui vient se cumuler avec l'Ukraine. Puis, le point le plus délicat du soutien à l'Ukraine, c'est aux États-Unis. Biden a vu son budget de soutien à l'Ukraine bloqué par le Congrès. Ça, c'est un premier point, première alerte. Mais l'alerte la plus importante, c'est les sondages en faveur de Trump, qui était prêt à faire l'éloge funèbre de l'OTAN. L'OTAN ressuscité par Poutine du fait de son opération spéciale. Hein? Si Trump est élu, quid du soutien des États-Unis à l'Ukraine et accessoirement de l'Europe? Est-ce que l'Europe, qui n'a pas d'armée, qui n'a pas de volonté d'en avoir une, qui persiste dans la soumission aux Américains, est-ce qu'elle peut être une défense crédible de l'Ukraine qui ne serait plus soutenue par les États-Unis? Je m'arrête là et je vous fais
passe la parole pour réagir à ces constats. Alors, je vois que Benoît avait passé un message tout à l'heure. Oui, Benoît parle de guerre de civilisation égale impasse diplomatique. Bon, c'est ce que tout le monde dit, mais malgré tout, Benoît est actif là, donc je vais le laisser compléter son commentaire, s'il le veut. Ben, par rapport à ce qui vient d'être dit, on parle beaucoup effectivement de ce changement des équilibres, hein. C'est-à-dire ce deuxième conflit qui vient d'arriver, avec la position effectivement traditionnellement des Occidentaux plutôt favorables à Israël, hein. En tout cas, c'est plutôt en ce sens que ça s'annonce. Le conflit, effectivement, Ukraine-Russie, où on voit bien que la Russie, qui fait partie on va dire, du continent européen, a un intérêt à s'allier avec ces pays du Sud global, et dont on voit aujourd'hui qu'ils pèsent plus que les Occidentaux. Et puis, pas oublier que les États-Unis, on va dire, n'ont plus la superbe qu'ils ont eue. C'est une lapalissade, mais c'est une réalité. Et penser qu'ils pourraient encore nous sauver, à mon avis, dans le long terme, c'est un pari hasardeux. Donc, ça veut bien dire que cette question du conflit en Ukraine, si on regarde à l'échelle mondiale, elle doit aussi se regarder à l'échelle de ce nouveau conflit. Et on ne sait pas si demain un troisième venait à émerger, ce qu'il en serait. En tout cas, les équilibres et les rapports de force sont réellement en train de changer. Et par rapport à ça, il y avait un ancien président qui regardait les compétitions de sumo, et par rapport aux stratégies de l'un et l'autre pour essayer de déplacer ces grandes masses. Et là, je pense que ce genre de discipline pourrait nous inspirer et savoir dans quel sens les masses vont se déplacer. Voilà. Et puis sur la guerre de civilisation, clairement, on rentre sur quelque chose où on rentre sur des choses qui relèvent plus de l'irrationnel que du rationnel. Donc forcément, dès lors qu'on rentre sur ces considérations-là, on rentre sur quelque chose qui est comment dire, qui ne laisse plus la place à la diplomatie et donc au compromis. Et finalement, si on arrive à cette situation, je pense que là, il y a un risque important. Puis dernier point, ça avait été présenté il y a quelques mois, justement dans le cadre des échanges mouvement Europe-Lorraine, cette position de la Chine et cette particularité que c'est le seul continent qui n'a pas de religion, mais qui est animé par une philosophie. Donc on peut se dire que les Chinois, par contre, eux, sont derrière. Et je dirais simplement qu'un des 8 préceptes de la carpe chinoise, dit « L'arbre qui pousse trop droit termine en planche pour un autre ». Et je pense que c'est la stratégie de la Chine. Voilà. D'autres, est-ce qu'il y a des contradicteurs? Pas contradicteur, mais peut-être quelques commentaires complémentaires. C'est vrai qu'on ne voudrait pas que ce soit une guerre de civilisation parce que cette guerre de civilisation nous impliquerait directement. Vouloir s'en tenir à une guerre de territoire, c'est effectivement laisser l'Ukraine se débrouiller, même en l'aidant, sans avoir à s'engager directement dans le conflit. Cependant, il faut bien avouer que la réalité est tout autre, c'est-à-dire que
quand on regarde bien l'histoire de la Russie, c'est bien une opposition de civilisation. C'est-à-dire qu'on n'est pas exactement dans la même civilisation européenne chez eux que chez nous. Alors, sans parler de guerre, je parle bien d'opposition. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs ou qui ne les montrent pas de la même façon. Et leurs valeurs ressemblent plus à celles des Américains, c'est-à-dire c'est la force qui doit primer, alors que les Européens sont des gens qui, à l'aune de notre civilisation gréco-romaine et de notre histoire, eh bien, nous sommes plus amenés à discuter qu'à combattre en premier lieu. Alors bon, ça souffre des exceptions, la preuve, les nazis, mais je pense qu'on est plutôt dans cette démarche-là. Cependant, si on devait s'incliner devant les Russes, ce serait une nouvelle fois qu'on le ferait, et ça s'appellerait pas Munich, mais ça pourrait s'appeler Vladivostok ou Moscou, ou Leningrad, ou ce que vous voulez, mais ça voudrait dire qu'en cas d'avancée de force des Russes, eh bien, on n'est pas prêt à répliquer. Le pendant de ça, c'est que on dit habituellement que l'Europe avance pendant les crises. Et donc, si on devait connaître cette crise, eh bien, ce serait peut-être l'occasion qui ferait fédérer les Européens entre eux pour se défendre face à l'agression de la Russie. Et peut-être que là, on aurait une avancée majeure dans la constitution d'une défense européenne. Alors, Ouais, mais je voudrais compléter par rapport à ce qui vient d'être dit parce que j'ai peut-être pas bien, j'ai pas développé sur la question de la guerre de civilisation. Ce que je voulais dire, c'est que la guerre de civilisation, c'est une manière de cliver les choses et d'augmenter le clivage entre ceux, on va dire, qui ont une vision, on va dire, autocratique des choses, hein, on va dire à l'inverse de notre démocratie, et nous qui voyons encore le monde avec des magnifiques démocraties où on serait, on va dire, le modèle pour les autres. Et je pense que le piège, pour moi, il est là. C'est-à-dire que d'un côté, on a des régimes qui deviennent beaucoup plus autoritaires, mais quelque part, certains pourraient dire ils font preuve de plus de pragmatisme. Et nous, de l'autre côté, on regarde encore, on va dire, le monde en disant, bah, nous, finalement, on va répandre nos valeurs à nous, et parce qu'elles sont bonnes, et parce qu'on voudrait que le monde soit comme ça. Et je pense que aujourd'hui, la difficulté, c'est que cette fracture, cette divergence, elle est beaucoup plus prononcée. Et comme elle est beaucoup plus prononcée, forcément, si on rentre dans guerre de civilisation ou équivalent, bah forcément, pour moi, c'est le signe d'une impasse diplomatique. Ça veut dire ne plus être capable de raisonner sur des arguments rationnels, ne plus être pragmatique et ne plus accepter de se mettre autour de la table et dans toute négociation de laisser de part et d'autre des choses. Parce que la négociation, c'est accepter de renoncer à certaines choses. Sinon, il n'y a pas de négociation. On le voit dans plein de domaines, sans que ce soit à ce niveau-là. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une difficulté à avoir une réelle négociation, c'est-à-dire que chaque partie doit laisser quelque chose pour que la négociation aboutisse. Et on a malheureusement vu ces dernières années, même à l'échelle de la France, qu'il y a eu des sujets où il n'a pas été capable d'aller vers la négociation. Une réelle négociation, c'est-à-dire chacun met au pot pour arriver à un accord. Non. Ce que je vous propose après cette intervention, c'est d'essayer de hiérarchiser certaines choses pour rendre compatibles plusieurs informations que vous venez de communiquer. Première chose, si on a une vision géopolitique du monde, je parle d'une vision géopolitique, eh bien, on retrouve effectivement un affrontement entre les démocraties libérales et les impérialismes autoritaires.
Ça, c'est un dernier bouquin de Nicolas Bavrez, La vision géopolitique du monde, c'est celle-ci. Mais ça, c'est la vision géopolitique du monde. Si maintenant on redescend au niveau de l'Ukraine, au niveau de l'Ukraine, je pense, comme Védrine, donc diplomatie réaliste, qu'il ne faut pas faire de cette guerre une guerre de civilisation, sinon il n'y a pas de solution, comme vient de le dire Benoît. Dans ce cas-là, on ne négocie pas, il n'y a rien à négocier. Hein, on reste attaché à ses valeurs, et les Ukrainiens continuent de se faire pilonner, et jusqu'au moment où les soutiens se lasseront, et à ce moment-là, l'Ukraine a toute chance de disparaître. Soyons clairs, si ça dure trop longtemps, ce sera au détriment de l'Ukraine. Hein, voilà. Alors là, il faut chercher la citation, mais c'est à peu près ce qui est dit. En ce qui concerne une guerre territoriale, ça ne veut pas dire abandon du soutien de l'Ukraine par l'Occident. Au contraire, ça veut dire tout en continuant à soutenir l'Ukraine pour qu'elle ne soit pas dominée par la Russie. Il serait éminemment souhaitable, et c'est ce que propose par exemple Ferry, que l'Europe propose des bases de négociation d'une situation durable. Des rapports Ukraine-Russie, et je dirais même d'une situation durable de l'équilibre des forces au sein du continent européen, auquel appartient la Russie, comme disait De Gaulle, de l'Atlantique à l'Oural, puisque 80% de la population russe est du côté en Europe. Il y a peu de monde en Sibérie. Donc attention, en faire un affrontement territorial, c'est pas abandonner de soutien, mais c'est permettre d'ouvrir la porte à des négociations, bien évidemment, avec des rectifications de frontières. C'est ça que cela veut dire. Et bien évidemment, le soutien occidental ne sera pas seulement militaire sur le terrain, pour éviter que pendant les négociations, l'Ukraine ne soit enfoncée, elle sera aussi en cours de négociation et en garantie du résultat. Ce que je vous disais tout à l'heure, s'il n'y a pas de garantie, la négociation n'a guère de sens. Et il faut que la garantie soit crédible. Ça, c'est un problème. Compte tenu du comportement des acteurs dans le passé, trouver une garantie crédible, ça va être difficile, et j'en vois pas d'autre que l'OTAN. Sans nécessairement intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. Hein. Ce serait une garantie, c'est pas la même chose. C'est un peu comme une caution bancaire. Si vous donnez votre caution, bien sûr, vous êtes engagé aux côtés de l'emprunteur, mais vous n'êtes pas l'emprunteur principal. Il faut bien faire la distinction. Cette négociation globale de sécurité européenne, puisque on reviendrait là-dessus, quasiment, ce serait reprendre aussi les accords de l'OSCE qui ont été signés en 1975, pour les actualiser, faire un aggiornamento de ceci, de façon à avoir une garantie. La garantie de paix ne concerne pas que deux pays, ça concerne l'ensemble du continent. Hein, et donc, c'est ça aussi qu'il faudrait négocier, ce qui revient à dire aussi que la Russie est géographiquement dans l'Europe. En termes de civilisation, elle est à la frontière. Une grande partie de la civilisation russe, quand même, ressemble à la civilisation européenne, mais elle est quand même marginale. Et en Russie, disons, on a deux courants. Il y a les Slaves d'un côté, auquel appartient plutôt la tendance Poutine, etc., qui sont à part, et vous avez les européistes, hein, qui soulignent les points communs entre la civilisation russe et la civilisation européenne. À mon avis, elle est plus dans le domaine des arts, etc., que dans le domaine politique, puisque la Russie, quand même, a expérimenté des régimes forts, le tsarisme, le communisme, le soviétisme après, et puis même Poutine aujourd'hui, c'est pas la démocratie, quoi. Hein. Elle n'a pas cette expérience démocratique que les autres pays ont connue à un moment ou à un autre. Mais
Voilà les questions qui se poseraient dans cette négociation. Elle serait plus large que simplement les deux pays en conflit aujourd'hui, mais l'initiative ne peut venir bien sûr que de ces deux pays. Faisons quand même attention aussi aux forces militaires en présence. Aux États-Unis, les forces militaires, ça reste la première du monde, imparable. La Russie, sur le plan nucléaire, c'est quand même la deuxième, sinon la première. Elle a plus de têtes nucléaires que les Américains, quand même. Hein. Bon. Et largement plus que tout le monde, c'est plus que 5000. Hein. Après, la Chine est en train de faire un gros effort pour monter, mais elle n'est pas encore à 700 têtes. Hein. Il y a 6000 de l'autre côté, 700. Parce qu'il quand même est en présence. Ce que trop de personnes qui analysent un peu la Russie oublient. Pas oublier ça quand même. Hein. Et puis il n'y a pas que les têtes nucléaires stratégiques, vous avez aussi les bombes du terrain, les bombes sales, qui ont une puissance moindre, mais qui peuvent faire quand même pas mal de dégâts et qui seraient vraisemblablement la première alerte qu'utiliseraient les Russes pour montrer leur détermination. Bien. Deuxième point sur le plan militaire, c'est que les Européens qui ont été rapidement solidaires et unis pour soutenir l'Ukraine, assez rapidement, hein, l'OTAN aussi, bien qu'il l'a été immédiatement, puisque c'était organisé, eh bien, les Européens ne cherchent pas à se constituer en force, disons, autonome des États-Unis. C'est ça le grand problème. Les États-Unis sont les bénéficiaires de cette guerre. Ils exportent leur pétrole, ils exportent leur gaz, ils exportent leurs avions, ils exportent leurs tanks, et les Polonais se goinfrent d'armes américaines, et je crois aussi bientôt de nucléaire civil américain. Où est l'Europe dans tout ça? Elle ne se constitue pas pour l'instant. Il y avait une opportunité pour le faire. Pour l'instant, cette opportunité n'est pas saisie. Alors, il y a quelques raisons techniques qui justifient cette affaire. C'est de dire, par exemple, les Rafales français ne peuvent pas embarquer les armes nucléaires américaines. Ils ne sont pas faits pour ça. Autre problème au passage, les porte-avions français et britanniques vont se retrouver dans le Pacifique pour avoir des actions communes, pour montrer qu'on est présent. Il n'y a qu'un problème, c'est que les modalités d'appontage ne sont pas les mêmes. Donc les Britanniques manquent d'avions, pas les Français, mais comme les modalités ne sont pas les mêmes, vous voyez que l'interopérabilité est bigrement limitée. Ça fait un certain temps, qu'est-ce qu'on a fait pour la réduire? Si les généraux européens disent on a besoin d'armes immédiatement opérationnelles parce que s'il faut soutenir l'Ukraine, c'est pas dans 2 ans, non, c'est maintenant, avec ce qui existe aujourd'hui. Si on peut faire des innovations plus performantes, tant mieux, mais c'est pour plus tard. Et il faut qu'on réagisse aujourd'hui. C'est vrai. Mais l'action immédiate n'exclut pas les projets futurs. Or, les projets futurs, il n'y en a pas de nouveaux. Et ceux qui existent, le SCAF avec les Allemands et le char de combat avec les Allemands, c'est plutôt en panne. Donc, l'Europe avait une opportunité de progresser dans ce domaine-là et elle ne le fait pas. Et ce que Merkel avait perçu à un certain moment quand Trump menaçait de laisser tomber l'OTAN, en disant il va falloir qu'on prenne en main notre défense, c'est ce qu'elle avait dit, apparemment ça a été oublié. Puisque Trump est en train de revenir vers le pouvoir, et donc l'OTAN est menacée, et comme le disait l'un d'entre vous, America First, l'intérêt américain d'abord, et vous avez une ressucée d'isolationnisme assez discret, mais quand même, qui réapparaît
regardez les problèmes de financement de Biden, financement de l'Ukraine, par son Congrès. Donc, voilà ce qui est en train de s'esquisser. On a le problème qu'on connaît aujourd'hui, qu'on aborde. Voilà les évolutions possibles, même probables, plus que possibles. Et voilà une Europe qui tourne le dos à son avenir, me semble-t-il. Alors, je vous laisse réagir à ces dernières observations. Moi, je me pose la question, imaginons que Poutine pousse encore les pions un peu plus loin, qu'il s'attaque à un pays de l'OTAN. Qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'on est certain aujourd'hui que les Américains viendraient à la ressource? Moi, j'en suis pas certain. Et on n'est pas en capacité, nous les Européens, de faire front. Ah non, si jamais ce scénario se réalisait, c'est la fin de l'Occident. Ouais. Parce que pour l'instant, il y a une incertitude, on se pose la question. Et Mais on n'est pas sûr de la réponse. Les Américains, d'ailleurs, devant l'enjeu que représenterait une abstention, je pense, montraient, au moins dans un premier temps, leur détermination. Et puis la dissuasion nucléaire, elle va dans les deux sens. Donc en fait, on continuerait à avoir une guerre frontale sur le terrain et pas une guerre nucléaire généralisée. Et les Russes continueraient à avancer. Non, je pense pas. Je crois que si jamais, pour l'instant, le constat est là. Sarko a tout à fait raison. Poutine n'est pas fou. Dans la presse occidentale, à certains moments, on a vu des descriptions apocalyptiques de ce pauvre homme qui perdait la raison. C'est pas du tout le cas. Regardez ce qu'il est en train de faire. Sur le plan mondial, il est gagnant. Sur son économie, il a trouvé des débouchés de substitution auprès de la Chine. Enfin, c'est pas si mal que ça. Hein. Donc, il reste très, très rationnel. Et jusqu'à présent, ça avait été théorisé par les militaires nucléaires français, c'était le coup de semonce. Je pense qu'avant de déclencher les armes nucléaires stratégiques, il y aurait des échanges de coups de semonce pour montrer la détermination. C'est assez vraisemblable. Hein, ça a été théorisé et compte tenu des enjeux quand même, il y aurait des vérifications de la détermination des uns et des autres. Et pour l'instant, la Russie n'a rien fait. D'ailleurs, elle n'est pas menacée dans son existence. Les Américains non plus. On est sur des conflits quand même des territoriaux marginaux, en dehors des territoires des puissances nucléaires. Hein. Quand même voir les enjeux. Là aussi, c'était quand Raymond Aron était professeur au Collège de France, il a fait 2 années sur les problèmes, disons, de guerre, en s'inspirant de Clausewitz, en actualisant avec la partie nucléaire. Il faut recourir quand même à la rationalité. Hein. On n'est pas dans des mondes où on improvise des comportements. C'est pour ça que Poutine a bien respecté le territoire de l'OTAN. Parce qu'effectivement, attaquer un des pays de l'OTAN, bien sûr, après, il aurait la réponse, mais nous sommes dans le domaine du nucléaire, c'est ce qui est annoncé, c'est l'article 5, sinon il n'y a plus de défense commune. Ce serait une perte de crédibilité immédiate de tout l'Occident. C'est colossal comme conséquence. D'autant que l'Europe n'a guère d'armée, quoi. Il ne reste plus que la France et la Grande-Bretagne, parce qu'on est quand même deux à avoir quand même quelques moyens. Bon, mais c'est un peu juste pour défendre toute l'Europe. C'est sûr. Vous voyez la conséquence? Bon, je pense qu'elle n'est pas envisageable. On aurait les scénarios quand même de vérification de la détermination des partis en présence avant de payer la facture. En revanche, Trump a dit que s'il était président, jamais Poutine n'aurait
attaquer l'Ukraine. Et j'ai trouvé l'explication dans un autre article qui disait les Russes pensent que Trump est tellement fou qu'on n'est pas sûr qu'il ne fasse pas de bêtises. Parce que lui, il aurait pu passer hein, à l'utilisation de l'arme nucléaire. Biden a quand même l'air sensé, ce vieux grand-père. Trump, avec la casquette qu'il a, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Enfin, si, on sait qu'il n'y a pas grand-chose. Donc tout est possible. Vous voyez, à la limite, c'est l'imprévisibilité du personnage qui peut appuyer sur le bouton qui serait en quelque sorte une préservation ou une défense. Mais je reviens sur les rapports Trump-Poutine et les admirations de Trump pour tous les gouvernements autoritaires de la planète. Ça pourrait être la fin du soutien à l'Ukraine. Et l'Europe ne peut pas se substituer totalement aux États-Unis, c'est pas possible. Même si aujourd'hui, l'Europe soutient financièrement beaucoup plus l'Ukraine que les États-Unis. Alors, question aussi, quelles sont les motivations de Poutine? Est-ce la reconstitution de l'empire, alors, tsariste, peut-être, soviétique, certainement pas, il faudra attaquer l'OTAN. Est-ce une résistance à l'encerclement de l'Occident? Je ne pense pas qu'il y croit. C'est le discours qui tient, mais c'est quand même une croyance qu'il doit avoir. L'Occident n'était pas menaçant sur le plan existentiel, en tout cas par un encerclement militaire. En revanche, ce qui est possible, c'est qu'il redoute la contagion, parce que si l'Ukraine, qui parlait russe, que vous nous disiez tout à l'heure, Guy, qu'on apprend à l'école, etc., si finalement les Ukrainiens, qui sont un peu des Russes sur le plan civilisationnel, peuvent devenir des pays démocrates et capitalistes à la frontière et avec des liaisons familiales de l'un à l'autre, ça devient, la contagion devient dangereuse. Et moi, je crois beaucoup plus, peut-être, mais dans les motivations de Poutine, ça me semble beaucoup plus, c'est contre ça, surtout qu'il se sentirait menacé, parce qu'effectivement, la contagion pourrait gagner la Russie. Et selon les menaces perçues par Poutine, ce qu'on doit proposer dans la négociation n'est pas la même chose. Guy, je crois que tu peux partager quelques articles. Ça, c'est pas vieux, puisque ça date du mois du 6 novembre, hein, c'est pas très vieux. On était aux motivations de Poutine à prendre en considération pour la négociation. Alors, qu'en pensez-vous alors, bien sûr, qu'en pensez-vous Q''N hein Je ne sais pas quoi en penser, mais ce que je sais, c'est que il peut paraître difficile pour l'Ukraine de lâcher des territoires comme le Donbass, qui sont ce sont des coffres-forts pour l'avenir. C'est-à-dire que ce sont toutes les ressources naturelles principales de l'Ukraine qui se trouvent là. Au charbon près, qui n'a pas forcément une odeur de sainteté, mais qui est quand même une valeur qui a toujours cours dans le monde. Mais pour le reste, c'est un réservoir de métaux précieux, c'est un réservoir de beaucoup de choses, sans parler d'agriculture. Et dans l'état actuel des choses, je vois mal les Ukrainiens accepter de se couper les deux bras. Oui. Question, est-ce que Poutine a intérêt
à essayer de récupérer le Donbass? Est-ce que c'est indispensable à l'avenir de la Russie? Je pense que non. C'est pour ça qu'il est important de savoir ses objectifs. S'il veut simplement que l'Ukraine ne bascule pas dans l'Occident, on peut trouver des solutions sans qu'il y ait annexion du Donbass. C'est pour ça que c'est important de savoir ce qu'il recherche. Hein, il ne faut pas qu'il perde la face. Macron a dit dès le départ, c'est évident que c'est inacceptable. Donc il faut bien qu'il remporte quelque chose, qu'il puisse crier victoire vis-à-vis des Russes. C'est certain. Mais est-ce que ça concerne le Donbass? Je pense que pas nécessairement. Et en gros, quelles pourraient être les bases d'une négociation? Le premier point, c'est la Crimée. Et là, ce qui est vraisemblable, c'est que la Crimée retourne dans le giron de la Russie. Elle y était. Khrouchtchev, ukrainien, l'a apporté à l'Ukraine en 1954, mais c'était parce que c'était lui, parce que c'était moi. Enfin, c'était pas une logique politique, c'était la reconnaissance d'un enfant d'Ukraine quand il avait les moyens de le faire. Bon. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est la proportion de russophiles en Crimée. Il semblerait, d'après ce que Guy est peut-être mieux placé que nous pour avoir un avis, il semblerait que la proportion de russophiles et russophones soit de l'ordre de 85% en Crimée. Bon, donc on pourrait peut-être appliquer les accords de Minsk, c'est-à-dire les consultations électorales au moins sur la Crimée. Ça pourrait être une solution de ce côté-là. Première chose. Deuxième chose, sur le plan territorial, finalement, ce qui pourrait peut-être s'envisager, c'est ce qui avait été envisagé dans les années 90, c'est que, et même dans les accords de Minsk de 2015, 2014, non, c'est 2015, je crois, c'est que le Donbass et Louhansk aient un statut d'autonomie à l'intérieur de l'Ukraine, d'une fédération ukrainienne. Ce serait acceptable, semble-t-il, pour les Ukrainiens de l'Ouest, ce serait acceptable pour les russophiles de ces deux pays. Il faudrait faire accepter aux Russes. Ce ne serait pas c'est vendable, moyennant bien sûr des contreparties, notamment en termes de levée de sanctions. Et bien sûr qu'il faudrait avoir des accords sur la mer Noire, mais là, la Russie, récupérant la Crimée, retrouve les possibilités d'avoir des ports de guerre et de contrôler à peu près le trafic en mer Noire. C'est un modus vivendi qui ne serait pas trop difficile à trouver. Se poserait une question, c'est quelles sont les relations acceptables avec l'Union européenne, sachant que l'Union pourrait être assez accueillante, mais quels sont, est-ce que l'accord d'association dont on disait tout à l'heure qu'il posait des problèmes pour les relations entre la Russie et l'Ukraine, notamment Donbass, là, il faudrait rechercher une solution acceptable par les Russes, parce que si elle ne leur paraît pas acceptable, bien sûr, ils ne signeraient pas. Et on revient vers une notion de neutralité, de finlandisation de l'Ukraine. Là, il faudra arriver à trouver quelque chose qui combine à la fois une finlandisation, une neutralité et une garantie de l'accord par le temps. Alors, ce sera un peu délicat, mais le diplomate devrait pouvoir mettre ça au point. Si la neutralité n'est pas garantie, ça ne sert pas à grand-chose, hein, compte tenu du comportement de la Russie dans le passé récent. Donc, la neutralité doit être garantie par un acteur militairement crédible. Bon, voilà ce que pourraient être les bases d'un accord.
Et qui pourrait être l'intermédiaire qui permettrait d'obtenir l'accord? Ce serait pas mal si c'était la Chine et l'Union européenne. Et ce qui permettrait à l'Union européenne de prendre un peu de distance par rapport aux États-Unis, parce que pour l'instant, finalement, on est trop allié des États-Unis et rejeté comme les États-Unis par le Sud global. Pour l'instant, on est dans le même panier. Et là, ce sera un moyen de prendre un peu de distance, peut-être de constituer, d'aller vers une esquisse d'armée européenne, qui serait éminemment souhaitable, surtout si Trump doit revenir. Et ça permettrait donc de prendre une initiative qui, bien sûr, serait soutenue, puisque négociée en sous-main par les États-Unis et l'OTAN. Voilà, j'esquisse à partir de ce que j'ai pu lire, si vous voulez, ce qui pourrait être des bases d'une négociation. Bien sûr, avant que Trump ne revienne au pouvoir, sinon ça chamboulerait complètement les forces en présence. Donc, par rapport à la question, faut-il négocier sans tarder? Disons sans trop tarder, c'est-à-dire ne pas attendre les négociations américaines. Bien évidemment, la Russie aurait tendance à attendre, surtout si les sondages confirment ce qu'on redoute. Alors, réaction? Je vois un enthousiasme modéré. C'est ça le problème du réalisme, si vous voulez. L'Europe peut aussi chercher, compte tenu des alertes qu'on a données sur la santé de Poutine, l'Europe peut aussi chercher à temporiser en attendant de voir ce qui se passe. Alors, question, est-ce que ce serait judicieux? Est-ce qu'on n'aurait pas pire que Poutine pour le remplacer? Il y a un personnage qui interpelle bigrement, c'est Medvedev. On se souvient de Medvedev président quand Poutine n'avait pas pu être renouvelé à cause de 2 mandats consécutifs. Il était tout à fait présentable et séduisant, cet homme-là. Mais depuis la guerre en Ukraine, vous prenez ses déclarations, c'est bien pire que Poutine. Et est-ce que le système russe aujourd'hui, à base d'oligarques, peut nous substituer à Poutine quelqu'un de plus fréquentable? Oui, on n'en sait pas assez sur l'entourage FSB de Poutine, puisque globalement, c'est surtout ces gens-là sur lesquels il s'appuie. Bon, quant à Medvedev, je pense qu'il n'a surtout pas envie qu'on lui coupe la tête, et c'est pour ça qu'il renchérit sur les paroles de Poutine, pour être sûr qu'on ne l'embête pas. Si Poutine devait disparaître, je ne jure pas que Medvedev continuerait d'avoir des propos va-t-en-guerre aussi froids et résolus que ceux de Poutine. Alors, est-ce qu'à travers l'avancée en Ukraine, des valeurs occidentales qui viendraient qui pénétreraient dans le pays, est-ce que justement Poutine, on le sait, considère que les pays occidentaux sont décadents, que en fait les citoyens sont transformés en simples consommateurs, qui plus est des consommateurs de produits américains? On voit à travers les GAFAM et tout ça, les États-Unis qui nous obligent à accepter donc leurs règles internationales, à faire du protectionnisme dans un seul sens, etc. En France, on voit bien arriver à travers le wokisme tout ce qui peut détruire notre exception culturelle française. Est-ce que finalement, il est peut-être plus intelligent qu'on le croit? Lui
c'est pas forcément au niveau des territoires qu'ils voient ça, mais la destruction de certaines valeurs. Puisqu'on sait qu'il est toujours attaché à la religion, à l'histoire de son pays, au mythe ou non de la Grande Russie. Voilà peut-être une piste aussi. Et, oui, ça pourrait être une motivation pour négocier maintenant, s'agissant disons, d'un rapport, enfin pas seulement d'un rapport, mais d'une étape dans une conquête à venir. En attendant, parce que je pense qu'il ne s'est pas trompé sur la décadence de l'Occident. Simplement, il a cru que c'était plus avancé que ça n'était véritablement. Et effectivement, tout à l'heure, j'ai parlé de la menace, confrontation des démocraties libérales d'un côté et des empires autoritaires de l'autre. Mais il y a aussi une autre menace plus importante, c'est la menace interne des démocraties, c'est la montée du populisme. Et vous avez Mélanie d'un côté, Wilders qui vient de gagner, d'être le premier parti de, des Pays-Bas. Hein, vous avez un bouquin qui vient de sortir, La parabole des aveugles, Aquilino. écrite par Aquilino Morel. Tiens, on a parlé du même auteur pour. Eh bien là, le sous-titre, c'est Marine Le Pen aux portes de l'Élysée. Hein. Autrement dit, les élites, à force de ne pas écouter le peuple, sont en train de favoriser la montée des extrémistes. Autrement dit, c'est la décadence de l'Occident dont on parlait, cette fois-ci sur le plan politique. Les élites, à force de ne pas écouter leurs électeurs, sont en train d'organiser, en quelque sorte, l'arrivée au pouvoir dans un grand pays, le nôtre, de l'extrême droite. Et effectivement, y compris l'Union européenne, avec toute la commission actuelle, etc., où on a des libéraux au pouvoir, qui étaient favorables à la globalisation, et qui étaient aussi favorables à l'immigration telle qu'elle se pratique, c'est-à-dire fort peu contrôlée. Et ces gens-là deviennent dangereux pour nos pays. Et à la limite, au point qu'on pourrait s'interroger pour savoir s'il ne serait pas souhaitable pour, par exemple, notre pays, que les européennes soient gagnées par l'extrême droite, parce qu'à la limite, les conséquences négatives seraient limitées au niveau de l'Europe, plutôt que de mettre Marine Le Pen à l'Élysée, où là, les moyens d'action sont beaucoup plus importants qu'au niveau du Parlement européen. Je m'arrête, je pose la question, qu'en pensez-vous? Alors moi, j'ai bien aimé l'intervention sur effectivement en tout cas ce que brandit le président de la Russie en évoquant cette fameuse décadence de l'Occident. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le libéralisme, il y a peut-être des choses que nous n'avons pas vu arriver, puisqu'il y avait d'un côté, bien évidemment, la question du libéralisme économique, mais de l'autre côté aussi le libéralisme, on va dire, plus sur les valeurs, sur la place de l'être humain, de l'homme, enfin un certain nombre de choses qui sont arrivées. Et je pense que par rapport à ça, bon nombre de pays aujourd'hui, on le voit en Europe, expérimentent, on va dire, la différence de vision entre les élites et notamment ce qu'on appelle, si je dis pas de bêtises, ce qu'on a vu comme analyse, c'était la France du cœur, la France de la main et les élites. Voilà. Je pense que par rapport à ça, il y a quelque chose qui n'a pas été vu, c'est-à-dire que la plupart, on va dire, des personnes et c'est pas que en France, donc il faut en tenir compte au niveau européen, ont réagi par rapport à certaines évolutions sociétales
qui, selon eux, ne correspondaient pas à ce que eux ils voulaient. Et par rapport à ça, je pense que il y a quelque chose sur lequel il faut s'interroger. Il y a d'autres réformes qui ont été mises en œuvre et on le voit aujourd'hui de manière extrêmement concrète avec la réforme du marché de l'énergie. Enfin, la réforme, la directive européenne date de 99, hein, ne l'oublions pas, sur l'ouverture de l'énergie. On voit bien les conséquences que ça peut avoir au quotidien et ce que ça génère comme peur, comme ressentiment chez bon nombre de citoyens. Et forcément, les peurs et le ressentiment, ça amène au repli. Et ces replis, ben, forcément, font le lit de personnes qui portent des messages. Alors, on parle d'extrême droite, on pourrait parler d'extrême gauche, de populisme, de ce que l'on veut. En fait, de messages simplificateurs, de choses très simplifiées où finalement on arrive à capter les peurs et les ressentiments avec des messages extrêmement simples où on pourrait croire que sur des problèmes complexes, il y a qu'à faucon. Or, c'est pas ça. Et moi, je pense que ça, c'est un élément dont il faut tenir compte. Ça ne veut pas dire que ce que brandit le président de la Russie comme argument est un bon argument. Ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer effectivement dans une guerre de civilisation, parce que l'erreur, elle est là. Mais je pense pour autant que ces signaux-là, qui ne sont plus des signaux faibles, il faut réellement en tenir compte. Voilà ce que je voulais dire. Oui, d'autres, des points de vue qui convergent ou pas? Parce que ces problèmes des démocraties libérales ne concernent pas que l'Europe. Regardez, les États-Unis sont concernés aussi, hein, ô combien. Hein. On observe malheureusement avec les États-Unis, enfin malheureusement, il faut être un peu réaliste quand même sur les quelques décennies. On a quand même bon nombre de modes et d'inspirations qui nous sont venus des États-Unis et qui n'ont pas été ni favorables ni des réussites. Si ce n'est qu'elles ont permis aux États-Unis, on va dire, d'exporter leur modèle. Voilà. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que certaines modes et certaines tendances issues des États-Unis étaient nécessairement bénéfiques. Il aurait peut-être fallu, par rapport à ça, être plus précautionneux sur qu'est-ce qu'il convient de prendre d'intéressant et qu'est-ce qu'il convient de ne pas prendre. En tout cas, moi, c'est ma lecture des choses. On n'est pas obligé de la partager, mais je pense que sur un certain nombre de sujets, les États-Unis ne sont pas nécessairement l'exemple à suivre. Et je pense que nous avons surtout beaucoup plus de choses, nous, quand je dis nous au niveau européen, à proposer. Oui, surtout que nous sommes un peuple ancien, on a plus à puiser dans notre passé qu'à aller chercher aux États-Unis un quelconque modèle. Bah, au-delà de ça, moi je dirais que à l'échelle européenne, moi je fais partie de ceux qui pensent que il y a beaucoup de choses dont on pourrait s'inspirer, notamment des pays du Nord, qui, à mon avis, sur certains sujets, ont des approches plus pragmatiques. On le voit notamment dans le domaine de l'environnement, où ils ont des approches beaucoup plus pragmatiques que chez nous, parce que nous, quand on voit les approches qui sont de l'idéologie pure, je pense qu'elles font tout sauf avancer les questions d'environnement. Et je pense que par rapport à ça, nous avons beaucoup à apprendre de ces autres pays qui voient peut-être certains sujets avec plus de pragmatisme et moins de dogmatisme. Voilà. Donc je pense que si notre histoire est un avantage, je dirais que, comme le dit Edgar Morin, évoluer sans renier le passé. Bien, nous sommes sur des prises de position conservatrices. Alors, les conservateurs, vous savez, c'est
Conservatisme intelligent, c'est changer ce qu'il faut, conserver ce qui vaut. Bon, donc ça, c'est une chose. Si on regarde d'un peu plus près ce qui s'est passé aux Pays-Bas, le populisme qui a porté Wilders, pas nécessairement au pouvoir, mais comme premier parti, parce qu'il faut attendre les négociations, hein, comme premier parti en tout cas du paysage politique, c'est l'immigration, on l'a vu, mais il y a un deuxième thème, c'est celui que tu viens d'évoquer, c'est l'écologie. L'écologie en disant, attention, bien évidemment, l'écologie, c'est ce qu'il faut faire enfin, pour sauver la planète du réchauffement, etc., d'un certain nombre de choses. En revanche, il faut faire attention à ne pas aller trop vite, trop loin. L'Europe, c'est l'une des parties de la planète. C'est pas la seule. Et l'Europe veut s'imposer les plus grandes rigueurs écologiques, à la limite peut-être de la décroissance, pour montrer l'exemple au reste du monde. Et dans le même temps, vous avez l'Inde et la Chine, c'est pas les moindres pays du monde, qui ouvrent des mines de charbon. Alors, est-il judicieux de provoquer des ralentissements économiques, des déperditions de branches économiques dans notre pays pour montrer un exemple qui n'est pas suivi par d'autres? Et est-ce que cet excès, au lieu d'être entraînant pour les autres, tout simplement va nous pénaliser pour laisser avancer les Américains qui n'ont pas ces soucis moraux, hein? Je pense qu'il faut maintenir l'écologie en Europe dans des limites raisonnables et sans les excès qu'on connaît aujourd'hui, par exemple pour substituer la voiture électrique et la voiture thermique en 35, quelles que soient les conséquences, d'ouvrir notre marché, de l'offrir aux Chinois. Ça me paraît complètement stupide. Ouais, tout à C'est-à-dire, fait. il faudrait apporter un peu de raison chez les eurocrates. Par exemple, en voyant les conséquences qu'on a à côté de chez nous, hein. Les électeurs, et certains, c'est vrai en Suède, c'est vrai au Danemark, c'est vrai en Autriche, c'est vrai en Italie. Attention. Et quand je disais tout à l'heure, il serait souhaitable que l'extrême droite gagne les européennes, c'est pas seulement une boutade. Ça obligerait nos élites à intégrer quand même les attentes des électeurs avant que ceux-ci prennent des décisions beaucoup plus opérationnelles et qui nous concerneraient personnellement plus directement. Je m'arrête pour vous permettre de relancer ou de contredire. Alors, sur le climat, je vous donne simplement une référence. Il y a un excellent 8 pages qui est fait par le 1, qui est composé d'anciens de la rédaction du Monde. Et c'est le numéro 438 qui parle de la répartition de l'effort et de la contribution de chaque pays à la question climatique et qui pose effectivement l'enjeu pour les pays d'Europe et les autres continents. Je pense que c'est important ce que vous avez dit, effectivement, de savoir finalement quelle est notre capacité d'action, sachant que sur ce sujet-là, enfin, si on le prend par l'entrée des gaz à effet de serre, nous avons une influence, nous ne sommes pas décisifs. Ce qui veut dire que notre poids, il est de l'influence, mais il n'est pas de la décision. C'est-à-dire que les autres acteurs que vous avez cités, ce sont eux qui feront la décision finale sur ce sujet-là. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut s'auto-flageller et s'imposer plus de sévices que d'autres. Par contre, sur la question environnementale, moi, ce qui me paraît vraiment important, c'est par rapport à la question de la préservation de la ressource. Je pense que nous avons été pendant une certaine période dans une illusion d'une ressource infinie, mais ce n'est pas que celle de l'énergie, c'est également celle de l'eau. On parle actuellement du sujet de la souveraineté alimentaire qui revient sur la table. C'est un sujet même qu'on voit émerger à l'échelle territoriale
et régionale. Donc, je pense que cette question des ressources et de cette capacité d'assurer une autonomie, elle peut être vue effectivement à l'échelle d'un État, bien évidemment, mais aussi à l'échelle d'une coopération entre les pays. Et là, il y a sûrement quelque chose d'important à jouer pour les 27.